Je me sens français, j'ai beaucoup de respect. Certes, il y a de la discrimination. Certes, il y a des barrières. Certes, cette société, elle est stratifiée. Il faut œuvrer à la rendre plus juste, plus participative. Et donc, c'est de là que moi, j'ai commencé à me dire, quand je me suis retrouvé dans les beaux quartiers, un pied de chaque côté du périph', le vivre ensemble, ça va être un des enjeux principaux de ce pays. Et j'ai voulu me concentrer sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Il y a quelques mois, je suis jury dans un concours d'éloquence qui s'appelle Eloquentia. Et lors de cette soirée, qui était une soirée assez incroyable, avec des jeunes de 20 à 30 ans, je rencontre à ce moment-là son président, le président de cette organisation. Je ne le connaissais pas, ou peu, j'avais entendu parler de lui avant. Je l'ai revu après et j'adore son parcours si éclectique. Entrepreneur social, artiste activiste, réalisateur de documentaires engagé. Mon invité d'aujourd'hui a choisi de faire tourner sa vie autour de l'impact. Né en Seine-Saint-Denis dans les années 80, il se destine d'abord à devenir basketteur. Lorsqu'il quitte sa banlieue natale pour un établissement privé, afin de devenir professionnel, il se confronte à un monde bien loin du sien et de ses codes sociaux. Il découvre l'art rhétorique et surtout découvre qu'il a besoin de plus d'impact dans sa vie et qu'il ne se reconnaît plus dans le basket qu'il décide de mettre de côté. Une fois diplômé, il se tourne vers l'entrepreneuriat social pour faire bouger les lignes et se sert de l'art, le street art, la réalisation de films documentaires pour faire passer ses messages de solidarité et d'entraide. Un message qu'il portera jusqu'au César et au Festival de Cannes grâce à ce documentaire à voix haute, La force de la parole. Il prend une pause avec nous pour nous amener sur le chemin de sa vie de basketteur prometteur à entrepreneur social et artiste engagé. Bonjour Stéphane de Freitas. Bonjour. Comment tu vas ? Super, très content d'être là. Je le disais, tu es né en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Aubervilliers. Ton papa qui était garagiste, ta maman qui était d'abord boulangère, puis après a travaillé avec ton papa, c'est ça ? Voilà, c'est ça. The Freitas Corporation. C'est ça ? Non, ouais, c'est ça. C'était en fait un garage familial. Ils ont eu d'abord, avant de se lancer dans le garage, ils ont eu même un café à Dorancy. Un café franco-portugais où ils faisaient des spécialités portugaises parce que les deux sont d'origine portugaise, moi aussi, hein. Et ensuite mon père il avait son premier métier qui était garagiste et ils ont ouvert un garage et après elle l'a suivi tout le temps. Les deux. Ouais. C'était le rêve de ton papa, le basket ? C'était un fan absolu du basket ? Ouais, exactement. En fait, mon père, quand il est arrivé en France, dans les années 60, il a été dans un patronage à Ménilmontant, qui était un lieu tenu par des curés. Et en fait, quand t'avais pas d'argent, en fait, t'allais là-bas, c'était un centre d'aéré. Et à centre aéré, dans la cour, il y avait un terrain de basket. Et il s'est fait pote avec des joueurs qui ont joué en équipe de France dans les années 80. Et lui, il était haut comme trois pommes. Il m'a transmis ça, hein, comme tu peux le voir. Mais il s'est dit... Alors, il faut comprendre, Stéphane, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré ou vu, il est non, mais t'es dans la moyenne, au-dessus de la moyenne. 1,73. 1,73. Ouais. Non, voilà. Mais c'est vrai que quand on parle de basket, 1,73, c'est pas vraiment tout de suite ce qu'on imagine. C'est ça. Et donc, il s'est dit, les gars, mon fils, il sera basketteur pro. Et il m'a mis un ballon dans les mains dès l'âge de 4 ans. Et j'ai très vite joué au basket tous les jours. Il était coach, il m'emmenait. Et voilà, donc j'étais grandi dans le milieu du basket. Qu'est-ce qui se passe quand très tôt, tu as ça en tête, à 4, 5, 6 ans, tu imagines pas forcément que tu es beaucoup plus petit que les autres. Et puis rapidement, dans les équipes, tu te rends compte que tu étais très bon, mais qu'il te manquera peut-être quelque chose et qui malheureusement, tu ne peux rien faire malgré le travail que tu fais. Ces centimètres, tu les gagneras jamais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, humainement, quand tu as 10, 12, 13 ans, 15 ans ? À quel âge tu te rends compte de ça ? Déjà, c'est drôle que tu poses cette question, parce que moi, je pense que ce décalage-là, constant, le fait que j'ai grandi avec le fait de me dire, très vite à l'adolescence, je me rends compte que les gars, ils me décrochent en termes de taille, et que des coachs ou des détecteurs me disent, il sera trop petit, tu seras trop petit. T'entends ça tout le temps ? Ouais, tout le temps. Et en fait, ça m'a forgé. Je pense que c'est un des trucs un héritage que j'ai gardé assez longtemps. Et mon père, lui,
m'a élevé dans le sens où il dit, mon fils... Dans le déni, quoi, c'est ça? Non, il me dit, tu travailleras 2 fois, 3 fois plus, mais tu y arriveras. Et en fait, moi, mon père, dès l'âge de 11-12 ans, il y avait 2-3 entraînements par semaine, mais tous les jours, j'allais au playground en face de la maison, le samedi, le dimanche. Et en fait, j'ai fini, grâce à lui, par devenir un des plus jeunes basketteurs professionnels, et plus petit par la taille, mais c'est cet acharnement, et ça a été une clé pour moi, parce que j'ai compris qu'en fait, avec le boulot, si t'es déterminé, tout est possible, quoi. Jamais tu t'es dit, ok, au moment j'arrête, quoi. En fait, j'étais toujours au niveau, sauf que les gars se disaient, ouais, mais dans 2-3 ans, il sera dépassé, pour le niveau pro, c'est compliqué. Et donc, du coup, ça, je l'ai beaucoup entendu. Donc, tu vois, j'ai pas intégré, à un moment donné, j'étais aux portes des meilleurs jeunes de France, aux portes de l'INSEP, parce que mon gabarit était plus petit, ça marchait pas. Mais par contre, j'étais au niveau, à plein de moments. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai vécu, ces préjugés-là, mais j'ai toujours été en équipe d'Île-de-France, été repéré. Donc, en fait, à chaque fois, je passais la barre, parce qu'en fait, avec le travail et la détermination, j'étais au niveau. Mais en fait, à chaque fois, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, quand tu te rapproches des échelons où tu es aux portes du professionnalisme, en fait, tu es au rendez-vous, les gars ils se disent, bah ouais, il fait le job. Sauf que pour intégrer l'équipe de France ou les meilleurs clubs de France, il y a toujours un préjugé. Mais tu vois, finalement, j'ai toujours réussi à passer la barre parce que je travaillais. En revanche, je pense avoir travaillé et m'être entraîné 2 fois, 3 fois plus que tout le monde à chaque fois. Tu vois, et parce que j'avais pas de facilité, j'étais pas un haut gabarit. Par contre, j'allais plus vite. Par contre, je tirais à distance, tu vois. Tu peux tirer quand t'es petit. Et tout ça, c'est beaucoup de travail, tu vois. Et c'est... Donc toi, tu crois à celle-là, la théorie des 10 000 heures, la théorie de faire que tu excelleras. Donc, quoi que tu fasses, si tu travailles beaucoup? Moi, je crois en cela, et je crois que pour pouvoir dépasser ces limites-là, en fait, il faut que ça réponde à quelque chose qui est profondément aligné en toi. C'est-à-dire que si... moi, je crois profondément qu'on a tous un voyage à faire, qu'on a tous un message, ou qu'on doit... on porte en nous chacun une chose, et moi, à ce moment-là, le basket, c'était ma manière de franchir des paliers, et que cet acharnement-là, porté par mon père au début, mais c'est que ça répondait à quelque chose en moi qui était profondément aligné et qui du coup m'a permis de dépasser beaucoup de limites, quoi. Pourquoi tu voulais autant réussir? C'était quoi ton alignement quand tu avais 15 ans? Ouais, alors au début, être un dieu du stade quand t'es adolescent, je pense que ça répond à beaucoup de choses qui touchent sans doute à l'ego. C'est-à-dire que moi, j'allais voir les gars devant 3-4 000 spectateurs et ça donne envie, quoi. Tu vois, t'as les gens qui sont adulés, t'es adolescent, tu vois les filles dans les tribunes. Et après, il y avait cette envie aussi là de marquer mon temps à travers ce sport. Et après, quand j'ai découvert le professionnalisme et que j'ai changé d'environnement social, y a des nouvelles choses qui se sont ouvertes et j'ai trouvé l'environnement du sport peut-être pas un petit peu étroit pour ce que j'avais envie d'accomplir. Parce que tu vas, quelques temps après, arrêter, on va y arriver, tu signes un contrat professionnel, tu deviens un des plus jeunes. Je ne sais pas si depuis, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été encore plus jeunes que toi, mais tu avais 16 ans à l'époque quand tu as signé. 17 ans. 17 ans. J'allais faire 17 ans, je suis de la fin de l'année. Tu es tout jeune quand tu fais ça, tu es en professionnel. Et là, tout le monde va basculer parce que tu vas quitter le cocon familial, tu vas quitter cette banlieue, tu arrives dans le 92, Pro B, Réaumur-Malmaison, tu commences à jouer là-bas. Et là, tu es lycéen et tu atterris à Notre-Dame de Boulogne. Tu l'avais dit dans l'article du Point, je vais te paraphraser, mais tu sais, j'arrive dans un monde d'héritiers et je me retrouve en total décalage. T'as vu ce film Neuilly ta mère? Neuilly ta mère, une idée originale d'un pote qui est Jamel Ben Salah et qui c'est exactement ça. T'arrives dans un environnement où les gens s'habillent différemment. Tu vois, moi j'avais un peu je mettais mes chaussettes sur mon jogging, j'avais tu vois mes grosses doudounes jaunes en mode rappeur américain, tu vois, j'avais ce petit côté hip-hop. Les clichés quoi. Mais en plus moi j'étais dans la culture basket, tu vois, donc c'est la culture très américaine, ouais. Les grosses doudounes à la Puff Daddy, tu vois. Des chaînes ou pas? T'avais des chaînes en or ou pas? Non, j'avais les cheveux rasés, tu vois.
Et donc du coup, j'arrive dans cet environnement où effectivement il y a des fils d'héritiers, des gens qui portent des noms de marques de voitures, de marques de luxe. Toi, tu les chambres, ils te disent ah ouais comme les voitures, et tu dis ouais bah ouais connard. C'est moi. Ah, tu penses faire une vanne et en fait non. Et non, mais c'est hyper intéressant de changement de milieu social parce que je me suis rendu compte à quel point la société était morcelée. Et quand tu as un pied de chaque côté du périph', moi, ma famille vivait encore en banlieue, et que tu vivais dans un environnement plus cossu, en fait, ça t'offre une expérience sociologique assez incroyable. Mais par contre, toi, tu te prends des frontières, des barrières en pleine tête. La tenue vestimentaire, je me suis vite adapté. J'ai vite compris qu'il fallait mieux mettre des bateaux, des petites chaussures bateaux, mettre des petits pulls Ralph Lauren autour du cou, ça passait mieux que le gros Comate tu vois, les grosses marques. Ton jogging est mi-mollet, c'est ça. Voilà. Mais par contre... ton langage. Le langage, voilà. Et ça a été violent. J'arrive avec mon référentiel à moi, tu vois, mes références linguistiques. Donc, t'arrives avec tes petites expressions de gars de banlieue où, tu vois, tu t'exprimes comme as et tout, à l'ancienne, tranquille, on est hal. Et donc t'es dans un environnement où les gens te jugent et les enseignants se moquent de toi. Ah, tu parles comme ça aux enseignants? Ouais, non, parce que moi, je venais de Seine-Saint-Denis où parfois tu pouvais parler au prof en lui disant madame ouais je suis comme ça, vous répondez du tac au tac, c'est relou, laissez-moi 2 secondes, c'est galère là. Et donc du coup tu rentres dans un environnement où dans les salles de classe tu ne discutes pas avec l'enseignant, tu lèves bien la main pour discuter. Si l'enseignant te donne pas la parole, tu forces pas le débat, il y a moins de dialogue mais c'est beaucoup plus cadré. Et tu lèves la main, on attend de toi que tu donnes la bonne réponse, parce que si tu te plantes, c'est l'humiliation, tu peux te prendre des remarques. Et moi, je le raconte un peu dans Porter sa voix. Dans mon livre, j'ai une enseignante de mathématiques qui me fait venir au tableau comme ça dans les premiers jours. Et là, je lui dis, wesh, madame, c'est chaud, là, comme ça, direct, c'est mon premier jour, wesh, ça va être galère, là, de vous répondre le théorème de Pythagore, comme ça, là. Et là, je sens... Le silence se fait dans la salle. Ils rigolent même pas dans la salle, ils se disent pas. Non, juste, ils me regardent, ils me disent. Dans leurs yeux, je vois, ils se disent mais mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de commettre un crime de lèse-majesté, quoi. Tu vois, l'enseignante, elle s'arrête, elle te regarde. Tu vois, elle te dit vous avez chaud? Je dis ouais, c'est chaud. Elle dit vous avez chaud, d'accord, ok, très bien. Et ben vous allez prendre vos affaires, vous allez monter en salle de colle et vous allez me recopier 200 fois. J'aime le théorème de Pythagore, la langue française et sa grammaire. Vous me le faites 200 fois. Ouh, c'est rude là. Ouais. Et en fait. C'est le nom de la prof? Ouais. Madame V. Mais elle est connue à Notre-Dame de Boulogne. Elle est encore là-bas? C'est une prof de mathématiques. Mais après coup, je lui en veux pas, hein. Mais parce que je me rendais pas compte. Elle t'a expliqué quand même, elle s'est arrêtée en disant venez me voir après, Elle a essayé d'expliquer un peu les codes ou oui, pas du tout? après elle me l'a dit. Voilà, elle m'a dit ici on s'exprime pas comme ça auprès des enseignants. Enfin, il n'y a pas de familiarité et ça va beaucoup me traumatiser parce qu'en fait, je vais plus oser lever la main en classe pendant plusieurs semaines. En tout cas, quand on va le faire, je vais sentir beaucoup de nervosité. Je vais avoir beaucoup de trémolo dans la voix, je pense que beaucoup de gens ressentent quand ils s'expriment, c'est-à-dire me sentir un peu tremblant, me sentir nerveux, avoir des trémolos dans la voix, tu vois. Je vais aussi ressentir de la honte, parce que je me rends bien compte que je cherche mes mots pour faire attention, parce que comme ça m'a traumatisé, et que c'est comme une nouvelle langue. En fait. Voilà. Bah en fait, c'est drôle que tu dis ça. J'ai commencé à me faire un carnet où en fait je surlignais des mots dans le monde comme nonobstant ou des expressions toutes faibles comme toute chose étant égale par ailleurs, tu vois, et avec beaucoup d'erreurs de grammaire, de syntaxe et d'orthographe tout autour, mais que je plaçais dans mes copies ou que parfois je disais à l'oral pour essayer de paraître. Ouais, de paraître au début, ouais. J'ai manqué de confiance en moi et c'est là où je pense que j'ai voulu reprendre ma revanche, en tout cas sur les mots. J'ai commencé à lire, j'ai commencé vraiment à apprendre le français comme une langue étrangère, mais que j'ai voulu maîtriser. Et après, j'ai regagné confiance en moi au fur et à mesure où j'avais de plus en plus de vocabulaire, où je pratiquais. En fait, tu vois, moi j'ai la foi des convertis, c'est-à-dire que j'ai réappris à m'exprimer et quand j'ai compris la puissance des mots,
que quand tu maîtrises beaucoup de vocabulaire, que tu peux t'exprimer, tu peux faire preuve de nuance, de précision. Et quand tu as des idées, parce que autant je me sentais emmuré, autant je sentais que j'apprenais quand même assez vite. Et que pour construire des réflexions, quand tu peux être précis, et ben en fait, quand tu fais un argumentaire, en fait, tu fais une architecture, tu vois. Et quand tu as les mots adéquats, à propos, précis, ciblés, en fait, tu donnes les moyens à ta pensée d'architecturer le plus précisément possible. Et donc de véhiculer ta vision, tes idées, de donner envie. Et après, avec le temps, tu vois, tu te rends compte que quand tu maîtrises le discours, le vocable, tu peux emporter, tu peux embarquer. D'ailleurs, je crois que toi, dans ta carrière d'entrepreneur, tu vois l'importance des mots, tu vois, de porter des visions et des discours et de convaincre. Et tu te rends compte de la puissance du truc. Là on est en quelle classe, là ? Là, j'étais en troisième. En troisième. Quand j'arrive, je suis en troisième, ouais. Donc, t'as quel âge quand t'avais déjà redoublé ? J'avais 15 ans et demi, 16 ans. D'accord, ouais, okay. Ces eaux-là. 15 ans, je crois. Donc, c'est dès la troisième que tu te rends compte de tout ça ? Ou c'est attendre la seconde, la première, où tu te rends compte de l'importance des mots, tu commences à lire plus, tu vois le français comme quasiment une deuxième langue étrangère pour toi. C'est à quel moment ? C'est 15 jours après ou c'est plutôt un an après ? En fait, je m'en rends compte immédiatement, tout de suite. Et après, moi, ce qui m'a aidé, c'est le basket. Parce qu'en parallèle de ça, en fait, j'ai pas changé d'environnement en devenant pro. Je suis arrivé à Rueil un an avant de devenir pro à Rueil. C'est-à-dire que j'ai failli aller à l'INSEP. Et donc, j'ai changé d'environnement social grâce au basket, parce que c'est grâce à ça, juste avant mon année pro. Mais je commençais on commençait à pressentir que j'allais devenir professionnel, quoi, tu vois. Et donc en fait, c'est là où le parallèle entre le sport, et c'est pour ça que la référence était excellente, et mon combat sur le français, même sur les études, est très lié, c'est que le basket, c'était la preuve que quand tu bossais comme un acharné, tu y arrivais. Et ça, en fait, en parallèle, je l'ai mis en pratique pour mes études et pour maîtriser la langue. Tu vois, c'est la même intensité, c'est-à-dire que j'allais à l'entraînement, et je me mettais tu vois, je lisais, j'apprenais du vocabulaire et je lisais beaucoup. Et je me suis mis à lire énormément aussi, intensément. Là au lycée plutôt ? Donc quelques mois après, ça t'a pris quand t'as commencé avec le basket aussi en pro ? Dès que j'arrive et dès que j'ai honte, pendant 6-7 mois, je vais plus réussir. Je vais avoir beaucoup de problèmes à m'exprimer. Ma mère va me faire voir un psychologue. Ouais. Je manque de confiance en moi, tu vois. Ouais. À quel moment t'arrêtes le basket ? Parce que t'as plus le niveau ? Parce que tu demandes du sens de tout ça ? Ouais, en fait, moi, je me retrouve à un moment donné où le basket me fait changer d'environnement. Et avec mes études, en fait, je me retrouve écartelé entre ma famille qui vit en banlieue et mon nouvel environnement social. Et je me rends compte de la fracture. En fait, je vis une expérience sociologique en temps réel. C'est-à-dire que le week-end, je suis porte d'Auteuil avec des fils d'héritiers, je joue au basket, je sors avec des basketteurs pros où je rencontre les mecs, les professionnels de foot, on fait les soirées ensemble à Paris avec, tu vois, dans les lieux branchés, j'ai 17 ans. Tu vois, j'ai vécu des choses très jeunes, très tôt, hyper intéressantes, mais je me retrouve vraiment écartelé avec... dans ces soirées-là, je rencontre des artistes français, que ce soit des artistes d'art contemporain. Je vais dans un lieu branché qui s'appelle le Baron, où tu vois, tu te retrouves avec un club branché à Paris où tu te retrouves, ou la Maison Blanche où tu te retrouves avec, tu vois, un des Rolling Stones, ouais. avec des footballeurs. Le sport te donne accès à un endroit où tu n'aurais jamais eu accès aussi. C'est ça, en fait. Avec de l'argent, beaucoup d'argent. Avec de l'argent. Non pas que quand t'es basketteur professionnel, surtout moi, où j'en étais, tu en gagnes beaucoup. Mais autour de toi, en fait. Mais autour de moi. Et en même temps, tu te rends compte que... Enfin voilà, moi j'étais en Seine-Saint-Denis fin 80, des années 90, en 99 de mémoire, quand il y a le France-Algérie au Stade de France. Et qu'à l'école, on a un débat sur qu'est-ce qui vient de se passer avec des potes qui étaient dans le Stade de France. Et, expliquons ce qui s'est passé. C'est un match de l'équipe de France de football qui est juste après la victoire de la Coupe du Monde et l'équipe de Zidane, parce que Zidane est à ce moment-là encore dans l'équipe, qui est algérien d'origine, sa famille est d'origine d'origine, mais qui est français, se retrouve sifflé, et une partie des Français qui étaient dans le stade ont sifflé la Marseillaise. Avec une invasion du terrain, et le match a dû être arrêté. Et du coup, moi j'étais là, on avait cette réflexion, et je me suis dit, mais attends, s'il y a des gens qui se sentent aussi peu intégrés, et j'entendais les débats qu'on avait en salle de classe, s'il y a des gens qui se sentent rejetés, pas intégrés, qu'en France il y a une incompréhension, ça veut dire qu'il y a des malaises profonds pour qu'on arrive à ce stade-là, et que il faut l'entendre. Hein. Tu parlais des discriminations, bah c'est sûr que quand tu as un nom à consonance
d'appartenance arabe et que tu es musulman aujourd'hui en France, il y a des discriminations, tu te sens rejeté, tu te sens pas intégré. S'il y a eu ces replis, c'est qu'il y a des raisons et qu'il fallait, enfin, à la fin des années 90, il fallait déterrer, il fallait soulever, comprendre pourquoi il y a du ressenti, que la France a été un pays colonial et que on sait peut-être pas toujours bien. Enfin, il y avait plein de choses enfouies. Et je me suis dit très vite que quand j'écoutais ces débats en salle de classe, je me disais waouh, le sujet en fait est super complexe. Et que moi, pareil, issu du Portugal, quand le Portugal joue contre la France et que je voyais plein de mes oncles qui disaient ouais, on va les. Je vais pas taper, dire on va les taper, on va être poli. Je disais les gars. Tu vois, on est en France, quoi. Ouais. Qui paye tes impôts? Et si t'es malade? Tu vois, et moi, mon père, en fait, il est d'origine portugaise, mais il était profondément respectueux de la France. Et en fait, quand tu tombes malade dans ce pays, en fait, t'as Michel Dublanc et Mokhtar El Atraci et Carlos Dos Santos qui vont prendre une partie de l'impôt pour te payer en fait ton traitement contre le cancer à 10 000 balles par mois pour que tu sois traité. Et ça, moi j'ai grandi avec mon père qui est un amoureux de Jean Ferrat, de la culture française et un chanteur de fado, tu vois, à ses heures perdues, et qui du coup m'a transmis ce respect-là. Et moi, quand je voyais mes cousins portugais, quand il y avait les France-Portugal, insulter la France, en fait, moi j'avais envie de les attraper, leur dire hey, tu vis où là, tu vois. Et surtout que, en plus, quand tu vas au Portugal, t'es traité de français, il y a toutes ces difficultés-là. Et quand t'extrapoles ça, quand tu vois que la Seine-Saint-Denis est un territoire en plus très métissé et pluriel, que tout le monde a ces conflits-là, je me suis dit, mais ce pays qui a été une terre d'accueil incroyable, ce pays qui est fou, c'est incroyable la France, terre d'accueil incroyable, t'es soigné, t'as accès à l'éducation, c'est pas simple, il y a beaucoup de barrières et on doit les faire péter, c'est de ce dont tu parles, mais il est exceptionnel ce pays. Et moi, je suis profondément gaulois, tu vois, je suis devenu portugais, j'étais portugais, je suis devenu français, mais je me sens français, j'ai beaucoup de respect. Certes, il y a de la discrimination, certes, il y a des barrières, certes, cette société, elle est stratifiée, comme beaucoup de sociétés dans le monde, mais elle l'est en France, c'est comme ça, c'est un peu une aristocratie, c'est comme ça. Il faut œuvrer à la rendre plus juste, plus participative, et donc c'est de là que moi j'ai commencé à me dire, quand je me suis retrouvé dans les beaux quartiers, un pied de chaque côté du périph', je me suis dit, ça va le vivre ensemble. Ça va être l'enjeu principal, un des enjeux principaux de ce pays, et j'ai voulu me concentrer sur ce sujet. Donc là, tu fais une très belle faculté, puisque tu vas à Assas. Et puis après, tu vas faire une école de commerce, puisque tu fais l'ESSEC. C'était compliqué aussi. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup plus travaillé que les autres? Clairement, en fait, j'étais vraiment une pipe à l'école. Ce qui se passe, c'est que quand je change d'environnement social, je fais une première année pro de 16 à... Enfin, je m'entraîne avec l'équipe pro de 16 à 17, je deviens pro à 17 ans et en fait, je fais que 3 mois avec l'équipe pro parce qu'en fait, j'ai un vertige. Je repasse mon bac en fait. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, j'ai mon bac et je dis ok, désormais, je vais faire des hautes études et donc je remets mon bac en jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, de ce vertige-là, je me dis, je sens que j'ai envie d'avoir un impact. C'est l'enjeu de ma génération. Ça va être l'enjeu social. Hein, on voit le début de l'arrivée des enjeux environnementaux, mais l'enjeu social monte. Hein, Charlie Hebdo, on sortait de la législation sur les signes ostentatoires de religieux. C'était très présent cet enjeu de vivre ensemble. Et je me suis dit, moi, je peux pas vivre dans un monde, je peux pas avoir des œillères et vivre dans mon truc, alors que je vois bien qu'il y a un truc, des tensions qui vont exploser. Et ton papa, quand t'as arrêté le basket, triste de ça? Ah ouais, mon père, il a été en dépression. Ouais. Il a pleuré. Quand je lui dis... C'est dur pour toi de ouais. dire, ça a dû être hyper dur. Ouais, il était hyper fier quand il me voyait... J'ai joué pour l'équipe nationale du Portugal. Mon équipe nationale, c'est le Portugal. Parce que j'étais pas assez fort, je pense, pour jouer avec l'équipe de France. Donc t'es début national. Voilà. Il était hyper fier, puis... Quand il est venu, t'as joué là-bas, au Portugal. Oh, j'ai fait l'Euro des juniors avec les Portugais et tout. Il doit être tellement heureux. Ouais, hyper fier. Premier rang. Stéphane. J'adore. C'est ça. Et il a été très très triste. Ouais. Ça a pris beaucoup de mois. Il a pas compris. Et parce que pour lui, quand j'étais avec l'effectif pro à Rueil en Pro B, j'étais dans l'antichambre de la proie et j'étais promis à y aller après 1 an ou 2. Et du coup, il a pas très bien compris, au début. Et là, après, ça a pris quelques années? Et en fait, non, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'en fait, je suis devenu... En fait, après, j'ai eu Assas, j'étais à l'ESSEC, j'ai commencé une thèse avec un prof qui est à l'académie, puis j'étais chez Darrois, cabinet d'affaires, la perspective de gagner ma vie, et là, je lui dis, papa, maman, je vais pas être avocat d'affaires,
je vais devenir entrepreneur social et je vais être artiste. Et là c'était trop là. Là c'est la descente. Le deux, double coup. Le double taquet. Là, je les ai perdus les deux. C'est-à-dire que quand je vais sur les études. J'ai ma mère. Elle est triste. Mon père, il est en dep pendant un an, 18 mois, tu vois. Il va pas s'en remettre. Mais ma mère, elle se dit au moins. Et il a des études, le fils. Il a des études et puis je passe les échelons, tu vois. Je deviens de plus en plus fort. Je me gamelle 2 ou 3 fois à Sciences Po, mais je me rapproche du but. Je tente HEC. Tu vois, HEC, j'étais. Mais les secs, tu vois, et je finis par avoir les secs, mais donc maman était plutôt dit, mon fils il a un diplôme, ou il a plusieurs diplômes. Ton papa il dit je n'ai rien à faire de toute façon. Ce que je voulais aller voir c'est un NBA un jour ou l'autre. Voilà. Et là à un moment ou à un autre, on arrive à ce moment-là. Tu travailles auprès de l'avocat Jean-Michel Darrois, donc avocat d'affaires. Voilà. Et qu'est-ce qui... Alors là, je comprends, je mets à la place de tes parents, ils se disent, mais qu'est-ce qui t'arrive une deuxième fois, Stéphane? Ça t'a pas suffi? Et donc là, qu'est-ce qui est passé par là? T'as rencontré quelqu'un? L'entrepreneuriat se développe fortement à ce moment-là, mais à ce point-là, tu t'es rendu compte que ce que tu voulais pas, c'était avoir un boss, avoir la liberté que l'entrepreneuriat... Qu'est-ce qui a fait que de nouveau, tu as pris une autre direction? En fait, moi, pendant tout au long de mes études, quand je veux faire Sciences Po ou quand je veux faire HEC, c'est la perspective de me dire un jour, je vais être entrepreneur ou en tout cas un jour, je veux faire des choses pour la société. Tu vois, j'ai très vite compris que mon truc, ça allait être d'avoir un impact sociétal, que c'était le truc qui m'exaltait. Alors parfois, je me suis intéressé un peu à la politique. Je me disais, putain, mais les politiciens, ils peuvent changer. Puis après, j'ai cru en l'entrepreneuriat. Je me dis, mais attends, quand t'es entrepreneur, tu peux faire des trucs et si ça marche, tu embarques des millions de gens en fait avec toi. Tu vois, tu peux avoir le pouvoir de changer un truc. Et donc, j'ai eu cette ambition de faire des hautes études. Et quand pendant que je suis à l'ESSEC, parce que je vais finir par avoir l'ESSEC, non sans mal, mais je vais l'avoir, j'ai ma thèse, je fais ma thèse à Assas après mon master de droit des affaires à Assas, et pendant que je développe ma thèse et que je suis à l'ESSEC, en fait, j'ai cette opportunité d'aller dans ce qui était le meilleur cabinet d'affaires, qui était Darrois, où je rencontre Jean-Michel, d'ailleurs. L'histoire est assez improbable parce qu'on est plein de stagiaires et moi je me retrouve dans le cabinet de Jean-Michel parce qu'il y a une énorme affaire au Brésil, une des plus grandes affaires d'arbitrage international qui se passe au Brésil avec un groupe français, donc il y avait besoin de quelqu'un qui parle portugais. 20 sur 20 au bac, là t'as servi. Voilà, donc là je débarque, ils envoient un mail dans la boucle stagiaire qui parle portugais dans cette maison et j'arrive et j'ai rendez-vous dans le bureau de Jean-Michel Darrois. Tu vois, Jean-Michel Darrois c'est le big boss et donc voilà, donc c'est comme ça que je rencontre Jean-Michel. Mais en fait ce qui va se passer c'est... Et Jean-Michel Darrois est une rencontre très importante pour moi dans ma vie. Mais ce qui va se passer, c'est que... Pourquoi parce qu'en fait, là, je sens qu'au cabinet, il me laisse une opportunité. Et en fait, là, pareil, je mets à bosser. Faudrait pas qu'il y ait un inspecteur du droit du travail qui l'entende, mais je me mets à bosser au cabinet jusqu'à 2-3 heures du matin. Le week-end, le cabinet traverse... Ils ont c'est un énorme deal. Moi, je renvoie les balles, je montre que je suis là le samedi, le dimanche, en mode Goldorak. Et je gagne le respect de certains associés, dont Jean-Michel. Et en fait, moi, il va m'arriver un truc, c'est que j'étais à l'ESSEC et j'étais doctorant, tout en étant chez Darrois. Tu vois, donc là, à ce moment, je cumule les trois, beaucoup de travail. Et je prends une semaine de vacances, 15 jours de vacances. En janvier 2012, je pars au Maroc et le 2 janvier 2012, je me crache en voiture au Maroc entre Ouarzazate et Zagora et pendant que la voiture se retourne, donc ça carambole, on fait des tonneaux, je me retrouve compressé dans cette voiture, ça dure peut-être 30 secondes, tu vois, 20 secondes, 30 secondes. Et tu penses à quoi? À ce moment-là, en fait, j'étais avec ma compagne à ce moment-là, donc la première réflexion c'est de dire putain, ne la prenez pas les gars, laissez-la en vie, tu vois. Un premier élan, c'est vraiment ça je m'en souviens. Et le deuxième, mais je sais pas combien de secondes ça dure, je dis putain, et laissez-moi ici, laissez-moi là, laissez-moi sur terre, parce que je vous jure que j'irai au bout de mes rêves et de tous les rêves,
tout ce que j'ai dans les tripes, là, dans le cœur, je vais le mettre au service de cette intuition, de ce truc qui est de dire d'avoir de l'impact. Donc là, j'ai pas vu la Vierge. Enfin, si tu le dis comme si c'est un peu c'est messianique, mais c'est pas tant messianique que ça. C'est surtout qu'en fait, quand j'ai pris du recul, parce qu'au début c'est juste un élan, une pulsion, tu vois, et tu pourrais dire, le complexe du Messie, il a vu la Vierge, il va diviser le pain, il marcher sur la flotte. C'est pas ça. C'est juste qu'en fait, avec le recul, quand tu prends conscience que tout ça ici, ça va partir, ça peut partir. Et que moi, le plus beau cadeau de ma vie, c'est qu'en 2012, j'étais jeune, hein, tu vois, j'ai 25 ans, 24 ans même. Quand tu prends conscience qu'on n'est que de passage, que ça va passer vite, que d'un moment à l'autre, tu peux tout perdre, tu peux basculer. Quand tu reviens, quand tu t'évanouis, moi je me suis évanoui quelques minutes, je suis revenu. Le premier truc qui est revenu en tête, je te jure, c'est cette réflexion de se dire... Je suis là. Alors j'avais les côtes fêlées, j'arrivais pas à respirer. Oui, bien croire. Et en fait, à ce moment-là, pendant de longs mois, en fait, c'est le plus beau cadeau de ma vie, ça. Tu me disais où est-ce qu'elle est la force. Je pense que j'ai deux trucs. C'est d'être resté sur Terre à ce moment-là. Ouais. En fait, tu crois en toi ? J'ai ma spiritualité. T'as la foi. Ouais, j'ai la foi, j'ai ma spiritualité. Et quand tu parles de mission... est-ce qu'à ce moment-là, elle s'est affichée encore plus clairement, cette mission de vie qui est la tienne ? On va le voir plutôt dans les prochaines minutes où tu dédies une grande partie de ce que tu fais, de ton art, de ta passion, de tes talents aux autres. Là, tu le disais, bon, elles étaient un peu là, quand je jouais du basket, quand je jouais les autres, quand j'étais entre pied droit et pied gauche du périph'. Là, elle s'affiche très clairement en lettres de feu dans ces secondes-là. En fait, je dirais que à ce moment-là, j'avais pas forcément de spiritualité, tu vois. Juste, ça s'est développé un peu plus tard, je dirais. Mais juste, en fait, de prendre conscience que j'ai failli mourir et que chaque seconde que je pouvais passer sur Terre en plus, en fait, je l'ai dit. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai promis spontanément, j'ai juste dit laissez-moi et je vais devenir un guerrier pour aller au bout de mes rêves et essayer de changer les choses. Et c'est pendant de longs mois, tu vois, quand je reviens de ça et je vais aller voir Jean-Michel. Alors que, tu vois, il me proposait de me recruter. Tu vois, et tu gagnes beaucoup d'argent dans les grands cabinets d'affaires. Pour mes parents qui se disaient, ça y est, le fils avocat d'affaires, tu vois. Et qu'en fait, tu reviens de ça et que moi, à ce moment-là, j'ai écouté mon cœur. Je m'étais fait cette promesse. Je me dis, mais en fait, Stéphane, toi, ton truc à toi, c'est d'avoir de l'impact social, de pouvoir essayer de changer la trajectoire des choses, de pouvoir mettre toute ta force et ton énergie au profit de ça. Et c'est là où, en fait, ça m'a donné la force de tout plaquer une deuxième fois. Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est le suivant. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et t'apprécie, c'est mieux, qui t'apprécie, de te poser une question surprise. On l'écoute. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question qui va te faire remonter quelques années en arrière. Ça t'évoque quoi, le 26 rue Richer ? Je t'embrasse. Salut mon pote. Question de ton ami Harry Torgman, producteur. J'adore. 26 rue Richer, raconte-nous. Ça, il fait quoi là-bas ? Vous êtes vachement bien avant. Il y a le KGB et il y a le FBI. Le KGB n'existe plus, c'est l'FSB, mais non, mais d'accord. Et nous ? Déjà, Harry, tu parlais de rencontres importantes dans une vie. Harry en fait partie. Hein. Harry, c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Très humble, très bon. Gentleman, humble et ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est important dans mes rencontres au cours de ma vie. 26 rue Richer, c'est un endroit en fait qui a été créé par un garçon qui s'appelle Rodrigue Borja de Mozota, qui est un entrepreneur qui à 25 ans a créé un site sur l'auto-entrepreneuriat qui a cartonné. C'est le leader de site auto-entrepreneuriat et qui gagnait beaucoup d'argent. Alors qui gagnait de l'argent et qui a créé un lieu au 26 rue Richer où il a pris 2000 mètres carrés de bureau et un appartement au-dessus. Et dans ce lieu, en fait, il a tous les projets qu'il trouvait sympas, artistiques, entrepreneuriaux, sociaux. Il leur a dit, les gars, venez vous installer. Lui, il avait ses bureaux au premier. Et t'avais les managers de Justice, les gars de la clique, Lionel et André, qui avaient les lieux, je parlais du Baron, qui avaient tous les lieux branchés du Baron, qui avaient fait une boîte de nuit privée au sous-sol. Et à un moment donné, il y a Dorian, qui est un DJ qui connaissait tout le showbiz, qui arrangeait les musiques de Mathieu Chédid, voilà. Et donc en fait,
t'avais un lieu dans Paris, le 26 rue Richer, où j'ai rencontré Harry, d'ailleurs. Et donc, tu passais une soirée, t'avais Kian Kojandi avec, à un moment donné, tu vois, des stars hollywoodiennes qui passaient, Lily Rose, enfin, c'était, et en même temps, des entrepreneurs sociaux. C'était un hub assez fou, et on faisait des soirées où t'avais tout le millefeuille de la société française qui était là, et c'était assez fou à vivre, quoi. Ouais. Et j'ai rencontré Harry là-bas, et donc c'est devenu mon pote. Merci Harry pour ta question. On va franchir ce pas, tu quittes tout, et là on rentre sur cette partie entrepreneuriale, et là on va parler d'abord d'Eloquentia. Eloquentia, tu peux nous en parler un peu plus, la genèse du projet, ce que c'était au départ? Est-ce que ce que c'était au départ en 2012 et ce qui est Eloquentia aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements, d'évolutions? Et Eloquentia, l'idée, c'était de se dire, il faut ce pays est ancré sur la liberté d'expression. On voyait bien que les gens, en fonction de leur communauté, de leurs milieux sociaux, on avait du mal à dialoguer. Il y avait les tensions sur Charlie, toutes ces choses-là. Et l'idée, c'était de se dire, le postulat entrepreneurial, c'est il faut remettre dans le système éducatif l'oralité pour apprendre à dialoguer et à s'écouter. Et d'autre part, créer un concours qui serait un événement culturel qui permettrait de matérialiser ça pour le grand public. Et donc, en fait, la vision, c'était de se dire, il faut remettre un programme pédagogique dans le système éducatif pour nous apprendre à dialoguer, à nous affirmer, aussi développer la confiance en soi. Les anglo-saxons, le public speaking, tu vas dans une high school, les gars, ils peuvent te vendre ce verre avec une aisance, une fluidité, alors que c'est qu'un verre, mais ils sont habitués à le faire avec beaucoup d'aisance. Nous, le postulat était pédagogique d'une part, et l'autre, c'était de se dire, si on va créer un concours d'éloquence qui va naître en Seine-Saint-Denis. Et mon ambition dès le début, c'est pour ça que je veux réaliser, c'est pour ça que quand je rencontre Harry, je lui dis, Harry, j'ai créé un concours d'éloquence en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, je veux que ce concours, je veux le faire exploser. Et ça a été ma constante, ça a été la vision, c'est que je me dis, dans ce pays, j'aimerais qu'on crée un événement culturel majeur, un symbole qui montre qu'on peut dialoguer, être tous ensemble, quelles que soient tes origines. Et c'était ça dès le début. Et comment tu fais pour financer ça, au départ ? Au début, j'ai pas un radis, mais par contre, j'avais mis un peu de pognon de côté avec le basket et aussi voilà, mes parents qui m'aidaient. Ouais. Le garage. Le dimanche, j'allais travailler un peu. Ouais, ils ont été incroyables. Et du coup, pendant 2 ans, ce qui se passe quand tu entreprends, et c'est a fortiori dans l'entrepreneuriat social, mais au début, les fondations, les mécènes ne te financent que si tu démontres un début de preuve, un proof of concept. Donc au début, j'étais à l'université de Seine-Saint-Denis. Dès octobre 2011, j'ai fait la rentrée octobre 2011, je vais à l'université de Seine-Saint-Denis, je rencontre le BDE de droit, le BDE de sport, voilà, je m'infile dans l'université, mais le bureau des élèves, le bureau des élèves, et donc je fais le premier concours et je demande, et d'ailleurs Harry je le rencontre à cette époque, et Harry me présente Leila Bekti, et moi j'avais un contact aussi avec Kairon, et Leila Bekti et Kairon, je leur pitch le projet. Je leur dis voilà, je vais créer un concours d'éloquence, il va naître en Seine-Saint-Denis. Le premier événement, le coup d'envoi de la création de ce concours, ça fera en février 2012. Est-ce que vous acceptez ? Et Kairon et Leila viennent, je crée l'événement à la fac de Saint-Denis. Genre on se retrouve avec un amphi plein craqué. La directrice de la fac elle dit mais c'est qui ce gars qui vient de l'extérieur, qui monte un événement, qui fait venir des restas comme ça, tu vois ? Ça part. Les gars du BDE se disent mais attends, ce gars il peut faire. Et là je leur dis les mecs, on va créer un concours d'éloquence là en plein cœur de la fac et on va en faire un symbole. J'ai créé d'abord une asso qui s'appelle la coopérative Indigo, où j'ai posé les 3 projets socles que je voulais faire: réfléchir. Parler et agir. Voilà. Et donc la coopérative Indigo s'est créée en juin 2012 et je dis pour chacun de ces projets, les arènes, le think tank, parler ensemble, Eloquentia, agir ensemble, Indigo. Pendant les 2 premières années, on m'a pas donné un sou. Et ensuite, la Fondation de France, L'Oréal, alors ça commençait par des petits tickets, on commençait à le mécéner. Ça s'est emballé. Le film est sorti, À voix haute est sorti, et on a reçu des demandes dans toutes les villes de France. Et en fait, maintenant je peux en parler, mais Eloquentia a failli déposer le bilan à 2 reprises. Parce qu'en fait, trouver de l'argent, au début c'est bien, ça s'emballe, mais après tu te retrouves dans des crises de croissance. Et j'ai été au bord du dépôt de bilan 2 fois avec Eloquentia.
2016, le doc sort sur France 2 en octobre 2016, il sort au cinéma en avril 2017. Alors ça, j'ai toute la chronologie. Je suis d'accord. Tout Eloquentia est en train de grandir. Le film sort d'abord sur France 2 en octobre 2017, novembre 2016, pardon. Ouais. Et là, on a créé Eloquentia Saint-Denis, Eloquentia Nanterre. C'est plébiscité. T'as le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui me dit, Monsieur de Freitas, on a commencé à faire dans les lycées de Seine-Saint-Denis, parce qu'ils me disent, mais déployez-nous le truc. Et en fait, j'ai pas assez d'argent pour financer parce que je passe à faire de l'exec et j'ai pas tous les réseaux, les connexions. Enfin, je peux en avoir, mais je passe pas assez de temps à soigner les réseaux et à avoir des gens qui sont prêts à financer des visions. Tu vois, t'es là, je quémande. Et en fait, je suis à 15 jours du dépôt de bilan. Et j'ai pris une photo, j'ai même fait... Il y a quelqu'un qui m'a suivi, qui a filmé. En fait, là, je me dis, voilà, j'ai fait un truc génial, mais dans 15 jours, je dois aller au tribunal de commerce. Parce que je ne peux plus payer. Et le doc est diffusé. Donc, au même moment. Je fais des SOS à la Fondation de France, à la Fondation EDF. D'ailleurs, je leur lance une grosse case dédiée, comme on dit. Les deux, Fondation de France, Fondation EDF, merci à eux. Et du coup, le doc sort sur France 2 à 23h, infrarouge, la première version du doc que j'avais réalisé où Harry m'a fait confiance pour le tourner. Et là, en fait, il se passe un truc de fou. Je me dis, ce doc, j'appelle les fondations, je dis, s'il vous plaît, regardez-le. Et en fait, les fondations, il y a le buzz. Et là combien d'argent tu reçois à ce moment-là, dans les mois d'après ? Dans les 6 mois, j'ai reçu, à notre échelle, c'est beaucoup, mais presque 450-500 000 euros. Et là, ça lance l'aventure. Ouais. Donc là, on est en 2016, donc 4 ans après le lancement, exactement 5 ans, parce que là, on va arriver en avril 2017. Et le second dépôt de bilan, c'était quand ? Parce que là, maintenant, je reparle en rien, mais il y a 14 mois, l'année dernière, on a failli passer à la casserole à nouveau. Cette fois-ci, parce que le Covid, en fait, a fait que les mécènes qui ne mécénaient que de l'action, en fait, le Covid a fait que nous, on est des concours d'éloquence, qu'en fait, quand t'as pas d'événement, t'as pas de mécénat, tu peux pas financer un peu de frais structure à la marge. Donc en fait, l'un dans l'autre, pareil, on s'est retrouvé à 4 semaines de l'accident, alors que t'avais 10 000 bénéficiaires déjà. On va parler rapidement de ce moment. Tu montes les marches alors à Cannes ? Oui. Donc là en 2018, succès. C'est en 2018 là, vous montez les marches, non ? 2017, 2018 en 2017. Mais à 2017, Cannes, donc voilà. Et les Césars, on les a en 2018, février 2018. Ouais. Donc tu montes, là à ce moment-là, tes parents viennent avec toi ? Moi je reste un peu bloqué sur tes parents. Ils sont fiers de toi à ce moment-là, tes parents ? Ils sont pas venus à Cannes. Mais ils étaient fiers quand même ? Ouais. Ça y est, là ton papa dit bon ok, tu seras à la retraite de toute façon maintenant. Fier ou pas ? Ils ont mis beaucoup de temps à être... Enfin, fiers, oui. Surtout quand il y a eu le retentissement de la voix haute, où en fait on se retrouve dans tous les JT, et ils étaient hyper fiers. Mais par contre, financièrement, je me suis sécurisé il y a pas si longtemps que ça, il y a que 4-5 ans. Donc il y a que... Enfin voilà, ça a mis du temps pour eux à être vraiment rassurés, mais fiers ils l'ont été, avec Cannes et puis les Césars. Mais j'ai emmené ma mère au César. Et là, t'as gagné des points. Là, t'as gagné des points. Et ensuite, j'ai été jury au Festival de Cabourg avec Marion Cotillard, Camille Cotin, Ibrahim Malouf. Et en fait, il y a Juliette Binoche, hyper sympa. On était à la table d'honneur. Et en fait, ma mère, elle rêvait de faire du cinéma. Et donc, c'était en 2018. Et du coup, Juliette Binoche, hyper sympa. En fait, je lui ai dit, voilà, je suis avec ma mère. Et en fait, elle a laissé... à la table d'honneur, tu vois, du jury, il y avait tout le monde au festival, et Juliette Binoche a laissé la place à ma mère dans la table d'honneur, et ma mère était à dîner avec, c'était, là, je sais que je l'ai rendue fière. Elle est très discrète, elle l'a pas beaucoup exprimé, mais je sais que voilà. On parle de ce documentaire. Là aussi, t'as aucune compétence. T'as pas fait d'études, t'as pas fait la FEMIS, tu te retrouves derrière la caméra. C'est compliqué, tu te retrouves à manger des films, à en regarder beaucoup, à aller parler avec d'autres réalisateurs. Comment tu fais pour à réaliser quelque chose qui va avoir tous ces prix ? Alors déjà, avant que je rencontre Harry, moi, quand je crée Eloquentia, dès l'année 2, je vois ce qui se passe et je sais que ma perspective, c'est de faire d'Eloquentia le plus grand concours d'éloquence. Et j'expérimente, je teste ma pédagogie, où Bertrand enseigne d'abord au début. Et donc, très vite, j'écris un documentaire. Et en fait, je prends des films que j'aime bien,
et je déconstruis les trames, tu vois, et j'achète un livre qui s'appelle de John Truby, c'est l'anatomie du scénario, et j'épluche ce bouquin et je décortique des films et j'essaie de comprendre la technique de structurer et de comment faire des documentaires, pas des documentaires où tu filmes au hasard, des documentaires cinématographiques, c'est-à-dire où tu prépares bien ta trame derrière, où tu anticipes tout ce qui se passe. Et donc, en autodidacte, d'abord j'essaie de trouver des producteurs, donc je vais voir, et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ceux qui, je me dis, ok, je veux les meilleurs producteurs de doc. Il y avait des Français qui avaient eu un Oscar avec La Marche de l'Empereur. Donc je vais voir Bonne Pioche. Et je vais voir Bonne Pioche et je dis voilà, moi je veux réaliser un doc, j'ai créé un programme en banlieue, j'ai vu le carton que vous avez fait, Faites-moi confiance. faites-moi confiance. Et alors on va chez France Télé, Canal, tout le monde nous envoie boulet. Mais au moins, Bonne Pioche t'écoute. Mais Bonne Pioche m'a écouté, C'est quand même agréable. et Emmanuel Priou me fait confiance et dit on va essayer de le défendre. Puis personne ne le prend. Et là tu as les tensions sur Charlie Hebdo, les attentats. Et je connais Harry, et Harry, 6 mois, il sort du carton de Bref, il peut faire 32 trucs. C'est pour ça que je garde Harry dans mon cœur pour toujours. Et je lui dis, Harry, Eloquentia, il y a une urgence sociétale à ce qu'on crée ce concours. Il faut redonner de l'espoir, il faut qu'on montre qu'on peut être ensemble. On a besoin d'un film, parce que la puissance d'un film, c'est que tu peux rentrer dans le cœur, tu peux ouvrir les consciences. Et Harry, alors qu'il pouvait partir dans 32 directions, il met sa force sur à voix haute. Et là, on va voir France Télé, et je vais voir France Télé avec lui, et là on dit, en fait, pendant que là la France est divisée, il va y avoir une montée de l'islamophobie, que tout ça, nous on a un programme où il y a des jeunes de toutes les religions, de toutes les origines, qui se parlent. Et là, France Télé, ça se fait vraiment comme ça, quoi. Et c'est parti, quoi. Là-dessus, c'est parti aussi avec un co-réalisateur sur le documentaire qui a réalisé un film aussi qui a très bien fonctionné, qui est Les Misérables. Là, on parle de Ladji. Là aussi, comment tu le rencontres, Ladji ? Ladj, en fait, on s'était croisés un an avant. Parce que moi, pendant que j'essayais de faire la tournée des popotes avec Bonne Pioche, je rencontrais Ladj aussi pour avoir son feedback un petit peu sur l'envers du décor, hein, parce que j'avais envie de faire ce film. Je voulais réaliser mon premier film, mais tu vois, j'étais en autodidacte. Lui aussi était autodidacte, donc je voulais le rencontrer. Je sais plus comment on s'est croisés, mais on se rencontre. Et puis en fait, France Télé, quand ils nous appellent, il y a l'attentat, et ils nous disent, ok, avec Harry m'avait aidé à constituer le dossier, et ils disent, bon, on est prêt pour y aller, mais De Freitas à la Réal qui a jamais rien fait, c'est pas rassurant. Et là, j'avais fait un doc caméra à l'épaule qui s'appelle 365 jours à Montfermeil, chez Montfermeil, sur les émeutes, justement. Il avait un peu plus d'expérience. Je savais que Ladj, on vient de banlieue, et Ladj, il a vraiment vécu au cœur du Tiécar. Et il connaît bien les codes, Et moi, mon regard, qui était aussi d'être un transfuge, parce que je viens d'un autre milieu social, le mélange de nos échanges allait être intéressant. Et je dis à Ladj, voilà, Ladj, France Télé est prêt à me faire confiance. Par contre, ils veulent que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Et Ladj, Ladj, il le dit facilement, ou il dit, il faut que tu me convainques, ou il voit l'intérêt du... Non, du tac au tac. Il m'a suivi parce que il savait que c'était... Et encore à l'époque, depuis il y a eu Les Misérables, mais avant il y avait eu NTM, Ma Cité va craquer. Et encore, on parle d'un doc, même si j'avais l'ambition d'en faire un doc cinématographique, l'horizon sur les docs intéressants de banlieue, il était vite, quoi. On continue. Là, tu réalises le clip de la chanson Solidarité. C'est la chanson de Mathieu Chédid, pas que de Mathieu Chédid d'ailleurs, parce que c'est un collectif. Tu te souviens de la rencontre avec Mathieu ? Tu vois, le 26 rue Richer, c'est dans ce lieu-là où en fait il y avait Kian et Mathieu et des artistes, des entrepreneurs, et je rencontre Mathieu via Dorian, qui était notre troisième collègue. Il y avait Rodrigue et Dorian au 26 rue Richer, et je rencontre Mathieu, et là je me dis, mais c'est qui cet être aussi gentil, subtil, fin, et il s'avère que 6 mois plus tôt, pour la première fois, j'avais vu Mathieu sans le connaître à l'Olympia. Et en fait, Mathieu, c'est pas du tout mon registre. Moi, tu vois, j'adore le rap, la musique urbaine, je sais généraliste, mais... Et j'avais une pote d'Assas qui m'avait dit, viens, je t'invite, on va voir un concert de Mathieu Chédid à l'Olympia. Et en fait,
Sur scène. Toi, tu voulais surtout draguer la jeune fille, c'est ça? Ouais, exactement. J'étais là, je dis ok, Ok, d'accord. j'y viens. Où tu veux? Elle aurait pu me dire viens, on va à l'opéra. C'était pas du tout mon. J'y allais, tu vois. Ou là, tu vois, Michel Sardou, j'y allais. Il ne sait pas, Mathieu, c'est pas ça. Mais bon. Et j'ai beaucoup de respect pour Michel Sardou, mais c'était pas les gens que j'écoutais. Et donc du coup, il me dit viens voir Mathieu chez Did. Et là, Mathieu, je vais à son concert et il joue une musique. Je lui ai dit plus tard. Il joue à la fin. Donc déjà, je me laisse prendre parce que c'est un gourou. Il est dingue. En concert. Il te fait monter. Exceptionnel. Et à la fin, il joue une musique qui s'appelle Am c'est tout. Il nous demande à tous de nous prendre la main. Et en fait, tu te retrouves à tenir la main, enfin, de ton voisin, à t'enlacer et de vivre un moment de communion. Et en fait, c'était la première fois que j'allais voir un concert où j'étais ému aux larmes de voir comment un gars, au début, tu commences ton concert, tout le monde est assis. Et à la fin, c'est sur les chaises. Et à la fin, on a tous envie de se prendre dans les bras. Absolu. Stéphane, je te propose maintenant une nouvelle pause amicale. Tu vois, t'as beaucoup d'amis. On l'écoute. Mon Stéphane, petite question. Déjà te dire que tu me manques beaucoup. Petite question, j'aimerais savoir si tu avais une seule phrase à dire à l'humanité, laquelle serait-elle? J'adore Mathieu. C'est drôle parce que c'est pas pour te flatter, mais on a réussi à trouver des. Tu as demandé je pense à des êtres les plus parmi les êtres les plus importants sur ma trajectoire d'être interviewé et sans que je le sache, mais si je devais dire une phrase, c'est on est ensemble, et c'est vraiment le nom du film du coup qui est né du clip Solidarité, parce que c'est sorti du clip et ensuite Netflix a vu le clip et m'ont proposé d'en faire un film. Donc c'est une histoire un peu folle, hein. Et ce mot-là, on est ensemble, c'est vraiment pour moi c'est ta phrase. Ouais, c'est vraiment l'hymne, ouais. Tu parlais tout à l'heure du projet que tu as eu juste après ce grand succès. Est-ce que tu en as eu d'autres depuis? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou là, pour l'instant, ta vie, c'est l'entrepreneuriat, c'est ta start-up qui s'appelle Indigo? Sur le volet audiovisuel, en fait, moi, du coup, j'ai produit un doc sur les rappeuses. J'ai produit le premier doc sur les femmes dans le rap, qui est sorti sur Canal à l'occasion de Valider. C'était il y a 1 an. On m'a fait confiance pour produire. J'ai inventé un concept d'émission télé autour du débat pour le service public. Donc voilà, avec un gros groupe audiovisuel qui est dans les mains de France Télé. Est-ce que les pilotes sont tournés? Quel groupe? Media One. Media One, d'accord. Et donc en fait, j'ai mis plutôt la casquette de prod, mais évidemment que, en fait, pour moi, aller au cinéma, c'est un milestone que je vais faire dans ma vie. Mais par contre, moi, je veux que chaque film de ma filmographie, ce soit un film qui puisse apporter quelque chose dans la réflexion collective. Et je suis pas du tout stressé sur ma capacité à faire un film. C'est juste que, comme tu le dis, aujourd'hui, Eloquentia est en train de changer d'échelle et j'ai Indigo qui me prend toute mon énergie, quoi. Donc là, ton énergie est prise entre ces deux. Donc Eloquentia en a parlé. Indigo, est-ce que tu peux expliquer pour nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que Indigo, la start-up Indigo? Tu peux nous expliquer, si tu devais nous l'expliquer en 30 secondes, c'est quoi Indigo? Indigo, en fait, c'est une start-up qui porte un geste qui, je pense, potentiellement peut être socialement, écologiquement révolutionnaire. C'est très simple. C'est une boîte qui se transforme à travers un service public et une application mobile qui fait en sorte que dès lors que tu t'apprêtes à jeter un bien, s'il est réutilisable ou réparable, dans les 72 heures, on te trouve la personne qui peut te le récupérer ou te le réparer. Qu'est-ce qui se passe ? Si globalement on est des millions à faire ce geste, c'est des milliards d'euros de pouvoir d'achat, puisque si les biens sont récupérés par des gens qui sont dans le besoin ou qui sont en galère, étant donné que produire du neuf, l'accès aux matériaux premiers se raréfie, donc c'est des milliards d'euros de biens que tu peux récupérer, et on parle de millions de tonnes de déchets évités de cette manière-là. Donc tu as un geste, et pour moi, c'est pour ça que, tu vois, il y a le cinéma et je veux y aller, mais aujourd'hui, si on est des millions à adopter ce geste, tu résous la lutte contre la fin du mois et contre la fin du monde simultanément. Et ce geste, pour moi, toute l'énergie là que je déploie dans Indigo, et qui normalement à l'automne, d'ici quelques mois, on devrait être... on est en train de se rapprocher de structures, en tout cas on devrait être
pas loin d'1,5 million d'usagers, mais on en reparlera. Mais en tout cas, c'est de faire en sorte que ce geste soit massifié. Donc soyons clairs, là je vais télécharger l'application d'Indigo, je veux jeter quelque chose. Là, soit une organisation sociale pourrait l'utiliser, ça peut être quelqu'un qui pourrait l'acheter. Donc il y a 2 volets, il y a le site aussi, il y a l'application qui est téléchargeable dans les stores. Quand tu t'apprêtes à te débarrasser d'un bien qui peut être réutilisé, tu le prends en photo et en général, en 3-4 jours, il y a quelqu'un qui vient le récupérer chez toi. Et d'autre part... Tu ne toucheras pas d'argent, tu le donnes. Wallo. Mais tu sais que quelqu'un d'autre va utiliser ce bien-là. Exactement. Et en fait, au passage, on a des algorithmes qui te disent que tu vois, cette tasse, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas la voir, mais cette tasse qui pèse 150 grammes, c'est 150 grammes de déchets en moins et c'est 2 € d'économiser pour la personne qui le récupère gratuitement. Et on a créé un service public qui se branche, donc on a 2 grandes agglos de France, Maubeuge et Montpellier. Ça sera lancé, le service public à Montpellier à l'automne, qui vont généraliser. On a développé une tech qui se met sur le site de l'agglo, et donc ça va devenir le service public du réemploi. Et notre objectif, c'est de généraliser dans les 15 plus grandes agglos de France, dans les 24 mois, ce service public, parce que ça relève du service public et de l'intérêt général, de rendre obligatoire, en tout cas, encourager ce geste, qui est un geste à la fois social et écologique. Je vous propose d'écouter une pause musicale. Stéphane, quelle est ta chanson préférée ? C'est Mani to Mani de l'album La Momalie de Mathieu, et c'est vraiment une chanson que j'écoute assez souvent. On va en écouter un extrait. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.